Dans les années 90, cette femme est partout. Elle, c'est Karen Mulder, une des top modèles les plus connues du monde. Elle défile pour Yves Saint Laurent, Versace et l'un des premiers anges de la marque Victoria's Secret, enchaîne les campagnes Chanel, Guerlain, Calvin Klein, Ralph Lauren, les couvertures de magazines, même Hasbro lui dédie une Barbie à son effigie. Karen Mulder fait partie des premiers top modèles à être une véritable star, notamment en France. Sauf que le 31 octobre 2001, tout bascule. Depuis quelques années, Karen Mulder prend progressivement sa retraite. Mais ce jour-là, elle se rend sur le plateau de Tout le monde en parle, une émission très connue animée par Thierry Ardisson. Et elle y fait des révélations. Karen Mulder affirme avoir été victime d'abus sexuels dans son enfance, puis accuse un nombre incalculable de personnalités connues d'avoir profité d'elle sexuellement au cours de sa carrière. Le plateau, tant le public que la production, est sous le choc. Enfin ça, c'est ce qu'on présume, parce que personne n'a jamais vu cette interview. La production détruit l'extrait et confisque dans le public la seule caméra qu'une spectatrice avait réussi à faire entrer. C'est un des cas de médias perdus, ou Lost Media, qui l'est probablement à tout jamais. Même si cet enregistrement n'est pas diffusé, à la suite de cet événement, la vie de Karen Mulder prend un tournant particulièrement sombre. Pendant presque 20 ans, tout le monde dira qu'elle est devenue folle. Mais est-ce vraiment le cas ? Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne sur l'histoire d'une des top modèles les plus connues des années 90, dont le nom s'est effacé petit à petit des annales, et plus globalement sur l'affaire Elite, qui a en partie explosé grâce à Karen Mulder et qui a connu plusieurs rebondissements, dont un presque 20 ans plus tard. Je vous conseille de vous accrocher, mais juste avant ça, le seul moment léger de la vidéo. Salut, moi c'est Cyber, je suis un fantôme qui va te protéger. Clique sur une icône pour connaître les règles du jeu. Oh, très bon choix! Ce jeu consiste à sauver le date de Clément, qui a fait croire à sa crush qu'ils avaient la même série préférée, alors qu'il ne la connaissait absolument pas. Et cette série n'est dispo que sur Netflix Japon. Grâce à moi, tu vas lui permettre d'accéder au contenu géobloqué et passer une bonne soirée, à moins que tu ne préfères sauver Jeannette. Jeannette va à la gare. Pour éviter qu'elle se fasse pirater ou qu'elle soit victime de sites malveillants, utilise-moi pour la protéger. Je suis son bouclier. En un seul clic, je masque son adresse IP, je chiffre ses données et je redirige tout son trafic internet via un tunnel sécure. Et ok, ça fait 2 fois que tu me coupes, c'est pas grave, peut-être que tu préfères Carlos. Carlos est un père de famille aimant qui veut protéger sa famille. Ton but est de l'aider à me distribuer, moi, CyberGhost, aux membres de sa fratrie. Il peut connecter jusqu'à 7 appareils différents sur toutes les plateformes. Mais moi aussi, je suis généreux. Avec le lien en description, tes abonnés bénéficient d'un tarif de 2,3 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. On en sait peu sur les débuts de Karen Mulder, mais s'il y a une chose dont on est certain, c'est que, comme pour toutes les mannequins de l'époque, tout est allé très vite. Karen a 17 ans lorsqu'elle participe au concours du look de l'année par Elite, la plus grosse agence de mannequinat au monde. Second runner-up is Karen Mulder from Holland. Elle termine 2e et à partir de ce moment, elle signe un contrat avec Elite, quitte son pays natal, les Pays-Bas, pour Paris et devient en moins de 2 ans l'une des top modèles les plus demandées du monde. Elle voyage partout sur le globe, réalise des campagnes pour les plus grandes marques, fait des couvertures pour Vogue et elle vit vraiment en apparence la vie cliché d'une top modèle, argent, gloire et beauté. Sauf qu'à partir de 1996, soit 10 ans après ses débuts, les choses change. Le rythme ralentit. Il est difficile aujourd'hui d'avoir une explication claire de pourquoi, mais a priori, ce n'est pas vraiment étonnant. Le rythme de vie d'une top modèle fait fantasmer énormément de jeunes filles dans les années 90, mais la vérité derrière ce métier de rêve, c'est que c'est épuisant. Très peu de jours off, en décalage horaire permanent, sans cesse sous les feux des projecteurs. À l'époque, il y a les paparazzis. Bref, quand vous avez fait ça 10 ans, c'est pas vraiment étonnant de vouloir prendre à minima une pause. Et dans ces années-là, c'est ce que font beaucoup de mannequins, comme Naomi Campbell ou même Carla Bruni, l'une des grandes amies de Karen à l'époque, la future femme de Nicolas Sarkozy. S'ajoute à tout ça un changement d'époque. Le Times annonce même en 1998 que c'est la chute des top modèles. Bref,
Toutes les mannequins très célèbres de l'époque profitent de leur notoriété pour faire autre chose, et Karen ne fait pas vraiment exception puisqu'elle annonce petit à petit vouloir faire de la musique et du cinéma. Mais pour l'instant, surtout en 99, l'heure semble être au repos, loin des flashs et de la presse. Jusqu'à ce qu'en 2001, un appel change tout. Une dizaine de jours avant l'émission, Thierry Ardisson, qui a le vent en poupe avec Tout le monde en parle, dit recevoir un appel de Karen Mulder, lui faisant savoir qu'elle a des révélations sur l'agence Elite dans laquelle elle a été signée. Thierry Ardisson lui donne alors la parole sur son programme, sauf que lors du tournage, ce n'est pas que d'Elite dont Karen a parlé. Je cite Thierry Ardisson. En arrivant mercredi dernier sur le plateau, elle était très énervée. Je lui ai posé des questions sur l'affaire Elite, mais au lieu d'y répondre, elle est partie dans ce qu'on peut appeler un délire paranoïaque, où elle accusait, entre autres, son père de l'avoir hypnotisé et violée à l'âge de 2 ans. S'en suivait une série de propos approximatifs où elle révélait des choses non crédibles. On a continué l'interview, puis elle s'est effondrée en larmes et elle a demandé à quitter le plateau. Il y avait aussi beaucoup d'autres choses surréalistes que je ne révélerai pas. Sinon, nous aurions diffusé l'interview. Ça, c'est la version de Thierry Ardisson. Et s'il y a une chose dont on est certain, c'est qu'en effet, il ne diffusera jamais la séquence. Cette séquence n'aurait donc jamais dû arriver aux oreilles du grand public, d'autant que la production s'est assurée qu'aucune caméra ne se trouve parmi les spectateurs. Sauf qu'ils ont omis Internet. Un mail. Un simple mail fuite et révèle ce qui s'est passé ce jour-là. Un membre présent lors de l'enregistrement sort de l'émission et fait un résumé à ses amis par mail, résumé qui va être repris par les médias, notamment Le Monde, mais aussi par un gros site web de l'époque. Et sa version diffère sur quelques points de celle de Thierry Ardisson. Déjà, sur les accusations portées par Karen Mulder. En effet, elle accuse bien son père de l'avoir violée quand elle était bébé en l'hypnotisant. Mais elle affirme surtout que les personnes de son entourage ont profité de cette faiblesse pour abuser d'elle à leur tour. Parmi les personnalités qu'elle cite, elle accuse le prince Albert de Monaco. L'auteur du mail affirme qu'elle cite d'autres noms de personnes connues, mais ne les retranscrit pas. Elle accuse également Ophélie Winter d'être au courant de tout ça, Ophélie Winter qui devait apparaître également sur le plateau ce soir-là. Son récit insiste sur l'ambiance chaotique du tournage, à quel point la scène est étrange, et contredit également la version de Thierry Ardisson sur la sortie de Karen. Anonymement, l'expéditeur du mail témoignera qu'en réalité, c'est Ardisson qui a demandé à Mulder de quitter le plateau. Ce qu'elle a refusé de faire, voulant confronter Ophélie Winter devant les caméras. Mais devant le refus général et surtout le non-soutien de tout le monde, elle a fini par partir d'elle-même, tout ça sans pleurer. Plus tard, dans une interview, ce même expéditeur précisera que lorsque Laurent Baffy lui fait remarquer que ses propos pourraient être taxés de délire paranoïaque, Karen Mulder répond qu'elle pèse chacun de ses mots. Elle se sent victime d'un complot, selon ses propres termes. Le mail se conclut par « À la voir de mes yeux et sans montage, comme les autres personnes du public, je pense sincèrement qu'elle ne racontait pas des conneries. C'était surréaliste, hallucinant. » Et en effet, Karen Mulder ne semblait pas faire ses révélations à la légère. Quelques jours avant l'émission, elle a déposé une plainte auprès du commissariat de la police judiciaire. Plainte qui est prise au sérieux, puisqu'après une enquête préliminaire, le parquet décide d'ouvrir bel et bien une information judiciaire. Mais Karen Mulder ne compte pas s'arrêter là. Et après son passage censuré chez Thierry Ardisson, elle se rend 4 jours plus tard, le 3 novembre 2001, auprès d'un autre journaliste, Philippe Berti, pour faire entendre ce qu'elle a à dire et l'exposer au grand public. Sauf que là non plus, ça ne va pas se passer comme prévu. L'interview se déroule sur le balcon de l'appartement parisien de Karen Mulder et elle y tient des propos similaires à ceux qu'elle a tenus chez Thierry Ardisson. Une personne de son entourage, elle cite son nom mais ne précise pas que c'est son père et ça ne semble pas l'être, l'aurait violée lorsqu'elle avait 2 ans en l'hypnotisant. C'est à 17 ans, lorsqu'elle s'est rendue au concours Elite, qu'elle a eu un flash et qu'elle a cherché à demander de l'aide. Mais au lieu de recevoir de l'aide, les gens autour d'elle auraient profité de cette faiblesse pour abuser de la top modèle à leur tour. C'est plus tard, en vacances à l'île Maurice, qu'elle aurait commencé à avoir des flashs plus récents de proches en train de la violer. Sauf que cette interview n'a pas le temps de voir le jour non plus, puisque quelques heures plus tard, Saskia, sa sœur, évoluant elle aussi dans les milieux artistiques, décide
de la faire interner en hôpital psychiatrique. Globalement, sa famille pense qu'elle traverse une période de paranoïa. Le 15 novembre 2001, le père de Karen prend la parole dans un journal néerlandais. « Je suis maintenant presque certain que la cocaïne est à l'origine de la situation difficile de Karen. Son petit ami nous a confirmé à Paris que Karen avait consommé cette drogue avec lui il y a 3 mois. Nous avions déjà eu cette impression lors de la perquisition de son domicile parisien. Il y avait des carnets et des blocs-notes partout, remplis de notes où elle avait consigné ses pensées confuses et ses délires de l'époque. Il s'est avéré que les premières notes remontaient à 3 mois, soit la période où elle consommait ses drogues. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Les 2 témoignages de Karen Mulder ne sont pas sortis auprès du grand public, Karen elle-même est à l'hôpital, sa famille calme publiquement le jeu, ça aurait pu être affaire classée. Sauf que l'interview de Karen est proposée à plusieurs journaux People, dont Paris Match, mais tous refusent. Jusqu'au magazine VSD. Ce magazine publie finalement l'entretien qu'a mené Philippe Berti avec Karen dans son édition de janvier 2002, alors que Karen est encore hospitalisée. On a enfin accès à son témoignage brut et pas à des on-dit. Dans cette interview, que je ne vais pas vous lire en entier parce qu'elle est trop longue, elle y raconte son quotidien et ce qu'elle aurait découvert autour d'elle. Je vivais vraiment dans un monde complètement irréel. Des parents qui m'aimaient, des fiancés, des compagnons, tous ces gens qui m'ont trahi, je les aimais beaucoup. Maintenant, je me rends compte qu'il y a tout un complot autour de moi. Il est énorme. Ça concerne des gens dans le gouvernement, dans la police, qui utilisent des filles des agences de mannequins, même des plus connues. J'étais un jouet que tout le monde voulait avoir. Je vous dis les choses comme je les sais. Je n'ai pas peur du tout parce que je dis la vérité. Moi, je n'avais pas de volonté à moi, donc on m'organisait ma vie. Tout. Regardez-la en face, chez les voisins. Ce n'est pas un système d'arrosage qu'ils ont, c'est pour prendre du son. On m'a fait des trucs hypnotiques. Par exemple, l'eau qui coule tout le temps, les oiseaux. On a essayé de me kidnapper, de m'empoisonner. Et quand le journaliste l'interroge si elle en a parlé autour d'elle, notamment à sa famille, elle répond entre autres « Mais tout le monde dit que je suis folle. Tout le monde. Même ma mère le dit. Mais je ne suis pas folle. Je comprendrais très bien que vous aussi vous pensiez que je suis folle. Mais je vous demande tout de même de publier cet article puisque c'est moi qui le dis. J'insiste, j'en prends la responsabilité. Je vous demande juste de ne pas me trahir. » Philippe Berti ne va en effet pas la trahir et ça vaut à VSD une petite polémique. Ils ont publié une interview de quelqu'un qui est en hôpital psychiatrique. Et ça, selon certains, notamment un avocat spécialisé dans la presse, c'est un manquement à l'éthique professionnelle du journaliste et des médias. Sa sœur, le 19 janvier 2002, donne également une interview chez Thierry Ardisson, dans la même émission que Karen quelques mois plus tôt, pour rétablir la vérité. Les 2 sœurs ont eu une enfance très heureuse, Karen a fait une grosse dépression suite à l'arrêt de sa carrière dans le mannequinat, les médias n'auraient pas dû se mêler de tout ça, actuellement Karen est prise en charge par des professionnels et elle va mieux. Et pour cause. Quelques semaines plus tard, début février 2002, Karen sort de l'hôpital. La vie reprend son cours. Enfin presque. Karen reprend le cours de son existence et se relance notamment dans des activités professionnelles et artistiques, notamment en musique. Elle sort un single, puis un album. Dans ce cadre, elle se retrouve de nouveau à la télé pour faire la promo de sa musique. La première interview se déroule sur M6 dans l'émission C'est leur destin le 20 septembre 2002. La vidéo n'est disponible nulle part, mais il existe une retranscription. Dans celle-ci, Karen Mulder parle de sa carrière avec le journaliste, de sa vie, une interview assez classique en somme, jusqu'au moment où le journaliste la questionne de manière un peu détournée sur sa fin de carrière, sur comment elle a vécu cette fin un peu particulière, ce à quoi Karen répond, je cite « Ah non, moi j'ai essayé de parler, mais on n'a pas voulu me croire. Il y a une certaine partie qui était de la paranoïa, parce que c'est vrai, quand des choses sont énormes, après ça dégénère un petit peu. Il y a un petit peu de délire. Mais plus le temps avance, plus je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Et ce n'est pas la seule fois où elle va maintenir de manière normale, presque de manière anecdotique, ses propos qui sont d'une extrême gravité. Dans une interview de 2004 chez Thierry Ardisson, la question est de nouveau évoquée. Et même si elle avoue encore qu'il y avait une partie de paranoïa, elle ne dément jamais le fond du propos. Dans ce que vous disiez à l'époque, il y avait finalement des choses qui étaient un peu délirantes et des choses vraies également Oui, la plupart des choses étaient vraies, et puis il y avait des choses où, à un moment donné, la vérité est tellement grande qu'on dit des conneries aussi. Ouais. Mais ça n'empêche pas que la vérité est là. Et Thierry Ardisson ne creuse pas. Alors, vous en êtes où au plan sentimental, Karen ? Bon, nous,
tout comme les médias, en tant qu'observateur extérieur, on n'a pas de preuves et c'est difficile, voire impossible, de creuser le sujet, étant donné que Karen elle-même avoue que certains éléments relèvent de la paranoïa sans nous dire lesquels. Nous, on ne peut qu'écouter avec attention ce qu'elle a à nous dire. Concernant ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs de bébé, nous ne sommes ni psychologues ni psychiatres, je vous mets des sources en description, c'est un sujet très intéressant mais très compliqué. Concernant les personnalités, nous n'avons pas les noms, sauf 1. L'agence Elite. Parce que dans les propos de Karen Mulder, un nom revient, Elite, la fameuse plus grosse agence de mannequinat du monde, dont elle accuse les dirigeants de l'avoir violée. Dans l'interview de Philippe Berti, elle revient sur le sujet de manière extrêmement explicite. J'ai même été porte-parole d'Elite, souvent. Je disais que les parents pouvaient tranquillement laisser leurs enfants dans ce milieu. Aujourd'hui, je voudrais rectifier. Ne faites jamais confiance à quiconque. Ceux qui vous sourient le plus, ce sont les plus méchants et les plus vicieux, les moins authentiques. Puis, je veux la justice, c'est tout. La pédophilie est toujours un tel tabou. C'est des filles comme ça qui veulent être mannequins. C'est donc facile pour les voyous d'avoir ensuite du pouvoir sur elles. Et justement, Elite vient déjà à l'époque de traverser un scandale. Un scandale dont ils sont ressortis relativement vainqueurs au niveau de la justice. Un scandale qui pourtant est assez proche des propos que Karen Mulder tient sur le sujet. En 1999, un journaliste irlandais très connu et un peu controversé, Donald McIntyre, et son assistante, Lisa Brinkworth, décident de réaliser un reportage sur les coulisses du monde de la mode. Celui-ci est réalisé dans le cadre d'une série, McIntyre Undercover, un programme diffusé sur la BBC dont l'objectif est d'infiltrer un milieu en caméra cachée. En novembre 1999, l'émission sort. Et elle montre un système où des mannequins, très souvent mineurs à partir de 14 ans, se voient proposer de la drogue, parfois fournie par des personnes censées les protéger, et où les dirigeants et cadres des agences de mannequinat, avec un focus sur Elite, utilisent les mannequins pour avoir des relations sexuelles avec. On y voit un système de jeu, un système de points pour les chaperons, où faire certaines actions avec certaines filles rapporte plus de points. Les cadres et dirigeants sont aussi très largement visés. On entend Gérald Marie, le français dirigeant Elite, tenir plusieurs propos sexuels à l'égard des mannequins, notamment lorsqu'il prépare une soirée sur un yacht à la suite d'une finale d'un concours Elite, avec l'intention assez claire d'avoir des relations sexuelles avec les gagnantes. À l'époque, il y a peut-être des soupçons, des rumeurs sur le monde de la mode, mais le milieu est tellement exclusif, fermé et vend tellement de rêves que quand soudainement la BBC, un média d'autorité, diffuse le reportage de McIntyre Undercover, c'est un raz-de-marée. À l'international, tout le monde se tourne vers le monde de la mode, mais surtout vers Elite. Sauf que l'agence va porter plainte contre la BBC, attestant que les propos sont injustes et déformés. L'enquête et le procès durent 1 an et demi et se conclut le 11 juin 2001 par un accord à l'amiable plutôt en défaveur de la BBC. Le groupe déclare « La BBC reconnaît qu'Elite, en tant qu'organisation, met en garde et cherche à protéger ses jeunes mannequins adolescents, que ce soit contre l'exploitation sexuelle ou d'autres dangers potentiels, tels que les drogues illégales, et que cela n'a pas été reflété dans l'émission. À cet égard, Elite a donc été présentée de manière injuste. On ne sait pas quel est l'accord financier conclu entre les deux. Les informations relatées par les médias sont contradictoires et on n'a pas de réponse. Mais l'une des clauses de cet accord à l'amiable stipule que la BBC n'a plus le droit d'exploiter d'aucune manière ce document, même réédité, ce qui n'est pas commun. Ça met un petit coup dans la crédibilité de la BBC et plus globalement dans ce modèle d'investigation en caméra cachée qui est décrié pour plusieurs raisons. Globalement, le coup de projecteur est maintenant mis sur la BBC qui devient coupable. Du côté d'Elite, ils reconnaissent une chose. Les remarques à caractère sexuel faites par certains de ses dirigeants étaient clairement inappropriées. En ce sens, pendant l'enquête et le procès, 4 dirigeants d'Elite sont suspendus et ou démissionnent, incluant Gérald Marie, le président d'Elite Europe. Mais à la fin de l'enquête, avec l'accord signé plutôt en faveur d'Elite, Gérald Marie reprend son poste au sein d'Elite Europe. Parce que si ces remarques étaient jugées inappropriées, juridiquement, il a le droit de revenir. Et aucune enquête n'est ouverte spécifiquement contre lui. Donc, juin 2001, c'est un peu la libération pour lui et pour Elite. D'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue image, ils en sortent gagnants. Sauf que
Comme vous l'avez compris, le repos est de courte durée, puisque Karen Mulder témoigne en octobre 2001. Sauf qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est qu'en fait, elle est pas seule. Quelqu'un d'autre, en 2001, se rebelle contre Elite. Un personnage pour le moins mystérieux, mais qui va dans le même sens que Karen Mulder, avant même que celle-ci ne s'exprime. Omar Harfouch. Omar est un homme d'affaires libanais émigré en Ukraine, ancien partenaire commercial d'Elite, qui a obtenu une licence pour organiser des concours Elite, notamment en Ukraine. Selon lui, le premier problème s'est déroulé en 1999, lorsqu'un dirigeant d'Elite annonce sa présence à la finale du concours, alors qu'il n'a rien de spécial à y faire, et demande à tester une jeune fille à son arrivée. Omar refuse d'envoyer une candidate et des organisateurs locaux d'Elite menacent de lui retirer sa licence. Omar envoie alors à la place une prostituée et décide de quitter l'agence, mais ne compte pas en rester là. Selon lui toujours, il ne s'agit pas de proxénétisme organisé, mais de petits cadeaux que certaines mannequins doivent faire si elles veulent avancer dans leur carrière. Moi, je sais qu'Elite a fait des gestes gentils pour des gens haut placés en France, des patrons de presse, de police. Confie-t-il au Monde. Ça sort en septembre 2001. Avant ça, ce qui a relancé l'affaire, seulement quelques mois après l'accord entre Elite et la BBC, c'est le témoignage d'Omar dans Capital, le 30 août 2001, avec un article qui a visiblement disparu, en tout cas que je n'ai pas pu retrouver. Pour rappel, Karen Mulder, elle, témoigne le 31 octobre, soit bien après tout ça. S'ensuit ensuite un ensemble de faits étranges. D'un côté, on discrédite fortement le personnage d'Omar. Un soi-disant rapport d'Interpol commence à circuler, présentant Omar comme persona non grata en Liban. On l'accuse d'être à la tête de réseaux de proxénétisme. Omar affirme être victime de menaces de mort, de pression sur lui et sur sa famille, et il déclare qu'il s'attendait à avoir ce qu'il juge comme des tentatives de déstabilisation. Omar gagne plusieurs procès en diffamation, notamment contre le journal L'Express, qui a publié un long article intitulé « Qui veut la peau d'Elite ?» Et de l'autre côté, certains articles sont plus nuancés. Par exemple, dans la Dépêche du Dimanche, qui publie une interview de Loane, qui affirme, elle, que les mannequins sont très protégés. Ah oui, d'ailleurs, Loane Chabanol, c'est la même personne qui avait accompagné en 99 Gérald Marie sur le plateau de Thierry Ardisson, puisque celui-ci s'était défendu à la télé suite au reportage de la BBC. Et anecdote dans l'anecdote, dans cette émission, où Gérald Marie est censé sauver sa réputation, en tout cas la défendre, il y a ce passage. Il a déclaré, Casablancas, à la Nouvelle Obs en 92, un modèle qui est vierge est incapable de faire passer un courant force dans ses photos. C'est beau. On rappelle juste, sans sortir les propos de leur contexte évidemment, qu'à l'époque on peut devenir mannequin chez Elite en étant mineur. Bon, donc de 99 à 2002, c'est plutôt chargé pour Elite et pour Gérald Marie en termes d'accusations. En septembre 2002, Omar Harfouch sort un livre intitulé « L'affaire Elite », coécrit avec Guillaume Libert. Ce livre semble introuvable aujourd'hui, on en retrouve juste des traces sur le site de la Fnac, nous signalant qu'il a bel et bien existé à un moment donné. Et on peut globalement dire que c'est à partir de là, fin 2002, en dehors de la petite phrase de Karen Mulder sur le plateau de Thierry Ardisson en 2004, que l'affaire s'arrête. Personne n'est inculqué, on n'a pas de nouvelles de la plainte de Karen Mulder, on suppose, c'est une supposition, qu'elle est classée sans suite. Elite continue son petit bonhomme de chemin, tout comme Gérald Marie, qui continue d'être à sa tête. Pendant 18 ans, il ne va plus rien se passer. Mais en 2020, il y a quelqu'un qu'on a brièvement évoqué dans cette vidéo qui va prendre la parole. Et ça va tout changer. Lisa Brinkworth était l'assistante de Donald McIntyre dans l'émission McIntyre Undercover. Et il y a un passage qui a été diffusé dans le reportage où Gérald Marie, qui pense que Lisa est mannequin, lui propose de l'argent pour coucher avec elle. Ça a été diffusé. Sauf qu'en septembre 2020, Lisa porte plainte pour agression sexuelle par Gérald Marie dans un club à Milan lors du tournage de leur émission. Elle y raconte quelque chose qui n'a pas été vu dans le reportage. Gérald Marie, à un moment de la soirée, l'a chevauchée alors qu'elle était assise sur une chaise et a commencé à lui enfoncer son dans le bas-ventre. Selon Lisa, les autres cadres de chez Elite riaient et applaudissaient. Lisa et Donald n'en parlent pas à l'époque. D'une part parce que ça peut compromettre leur infiltration, d'autre part parce que Lisa a honte. Felt really shamed. I felt really embarrassed. 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 I
I didn't tell my family, I didn't tell anybody, I didn't want my parents seeing this. Par la suite, même si elle n'était pas explicitement liée à l'accord entre la BBC et Elite, on lui fait comprendre qu'il faut mieux qu'elle se taise. D'après elle, une personne de chez Elite aurait même évoqué la possibilité qu'elle chute dans les escaliers, malencontreusement évidemment. Lisa ne se sent plus en sécurité. De 1999 à 2001, elle est d'ailleurs protégée par la BBC parce qu'elle aurait été suivie sur ses trajets jusqu'à son appartement, alors la chaîne lui a fourni une protection durant le temps de l'enquête. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Et c'est en 2020 que Lisa sort du silence et décide de poursuivre Gérald Marie en justice en France. Juridiquement, elle est largement en dehors des délais impartis pour ce genre de plainte. Cependant, ses avocats avancent plusieurs arguments défendant l'idée qu'elle ne pouvait pas le faire dans le délai imparti. Déjà par peur de perdre son travail, mais aussi par peur de perdre sa vie. Malheureusement, l'avocate de Gérald Marie avance, elle, que Lisa n'a jamais été partie à l'accord conclu entre Elite et la BBC, que l'accord a été conclu bien longtemps après les faits allégués et ne saurait donc l'avoir empêchée d'agir en temps utile, et qu'enfin, l'accord ne portait aucunement sur le fait qu'elle dénonce, mais sur des faits de diffamation. Et pourtant, en attendant, la prise de parole de Lisa permet à d'autres personnes de se manifester. Jusqu'ici, à part Karen Mulder, qu'on avait traitée de folle médiatiquement, et quelques autres mannequins, mais toujours sous couvert d'anonymat, personne n'avait parlé. Pourtant, en 2020, 3 femmes se joignent à Lisa et effectuent des signalements et des accusations auprès des enquêteurs. En tout, c'est une quinzaine de top modèles, dont des figures connues comme Carey Otis, qui témoignent contre Gérald Marie, certaines d'entre elles acceptant même de relater publiquement et précisément ce qui leur est arrivé. And went to bed. And it was at some point in the night that I woke up with Gérald on top of me and forcing himself on me. Gérald Marie, malgré les vidéos de la BBC et malgré le témoignage concordant de diverses femmes, nie en bloc toutes les accusations. Juridiquement, l'affaire sera classée sans suite en février 2023 pour prescription des faits, car les événements dénoncés remontaient principalement aux années 80 et 90. La justice a enfin triomphé, malgré l'infâme campagne médiatique que Gérald Marie subissait depuis 2 ans, déclare son avocate. Aujourd'hui, Gérald Marie ne travaille plus chez Elite depuis 2011 pour ce qu'on en sait. Il est devenu propriétaire de l'agence We Management. Je n'ai pas trouvé d'informations sur s'il est en retraite aujourd'hui, à 74 ans. En tout cas, ces sociétés ont toujours l'air actives, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Karen Mulder, elle, ne s'est plus jamais exprimée sur cette affaire, y compris en 2020 lorsqu'elle est ressortie publiquement. Elle est réapparue sur le catwalk en 2007 pour Christian Dior à Versailles, mais elle s'est contentée de défiler et n'a jamais fait de grosses réapparitions médiatiques. Thierry Ardisson, lui, est revenu une fois sur ce passage de sa carrière, bien plus tard, affirmant qu'il pensait que les propos de Karen Mulder étaient vrais. Mon pire souvenir, c'est une interview que j'ai pas pu diffuser, une interview de Karen Mulder, qui avait raconté des choses épouvantables qui, je pense, étaient vraies. Ouais. Sur des harcèlements sexuels pendant la tournée des Enfoirés, des trucs qui n'étaient pas... Et là, on s'est dit, on va pas le dire. Et pourquoi vous avez choisi de pas le diffuser? Parce que c'était glauque. Mais dans cette histoire, aujourd'hui, en 2026, une personne continue malgré tout de se battre, c'est Lisa Brinkworth. D'autant que une nouvelle est venue secouer de nouveau le monde de la mode. Un autre gros nom du milieu, Jean-Luc Brunel, s'est retrouvé lui aussi accusé de mais aussi de participation au réseau Epstein. L'homme s'est ôté la vie en prison en 2022, tandis que son avocate continue de clamer son innocence et que Lisa, de son côté, a du mal à ne pas imaginer un possible lien entre tout ça, même si aujourd'hui il n'est pas clairement établi. Qui sait ce que le monde de la mode nous cache encore. Et même dans le cadre de cette interview, il a parlé de Gérald Marie, il m'en a parlé, et c'était très très clair qu'ils se connaissaient. Sur la base de mes observations et des documents, leurs noms apparaissent dans les mêmes contextes, et donc je n'aimerais pas dire qu'il y a un lien, personnellement, mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait un système d'hommes prédateurs dans le domaine du mannequinat qui ciblait des très jeunes femmes à cette époque, et ces 2 hommes travaillaient en tant qu'agents de mannequinat.
Merci encore à CyberGhost de soutenir la chaîne. Si vous voulez tester CyberGhost, il y a un lien en description avec en plus une garantie satisfait ou remboursée. Merci encore à vous de me suivre, c'était Lovie. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.